Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'écouter toutes ces conférences. J'ai beaucoup appris. Euh, alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, on a entendu aujourd'hui des choses extraordinairement scientifiques, des travaux d'une élégance extraordinaire, et puis des observations cliniques très émouvantes et qui ont l'air complètement éloignées les uns des autres, à la fois en termes épistémologiques et même de représentation des connaissances. Et alors, il se trouve que j'ai vécu ça, j'ai commencé mes études de médecine au milieu des années 80. Et à l'époque, la psychiatrie, c'était de la psychanalyse. L'autisme, c'était ce que vous savez. Et puis, tout d'un coup, ça a changé. L'autisme est devenu une maladie génétique. Voilà, les années 90, il y a de la génétique partout. Et alors, comme étudiant en médecine, on se dit, bon, ben, alors voilà. Donc, beaucoup d'argent dépensé pour la recherche en génétique, c'est l'avenir. Et puis, vous savez que finalement, bon, c'est pas si simple que ça. En fait, on ne soigne pas beaucoup avec la génétique et que ça n'explique pas tout. De là la question de l'inné, l'acquis, etc. Et puis est arrivé, année 2000, alors c'était avant, hein, mais moi je n'étais pas au courant, l'épigénétique. Et j'ai la même sensation, vous voyez, quand on voit un truc une fois, on dit non, c'était super, non, c'est nul. Après un autre truc, c'est super, non, c'est nul. Et quand le troisième arrive, on se dit, oula. J'ai connu ça. Voilà, j'ai connu ça. Alors, et ce qui m'inquiète d'ailleurs, c'est de voir un tel enthousiasme autour de l'épigénétique. Tout le monde est content. Les gens qui font de la recherche en biologie, puisque comme ça, ils peuvent avoir de l'argent, mais même les autres disent oh oui, parce qu'il y a l'environnement aussi, donc tout le monde s'y retrouve. Et je trouve ça suspect. Voilà. Alors, je vais essayer de... Donc j'ai réfléchi à ça. Hein, pourquoi je trouve ça suspect? Peut-être que c'est parce que je suis aigri et que j'ai pas envie de reconnaître que c'est ça, on a trouvé et que voilà, et que bravo. D'ailleurs, on a eu des explications extraordinaires dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Mais je vais quand même jouer un jeu de rôle. Je vais vous dire en quoi, pour moi, c'est de la rhétorique finalement, tout ce discours. Alors, je pense quelque part. D'abord, pourquoi c'est de la rhétorique? Parce qu'en fait, finalement, ça dit quoi? Ce qu'on a entendu. Hein, ça dit que ce que peut vivre un être humain dans son existence, ça peut le changer profondément et profondément à l'intérieur de lui-même. C'est ça que ça veut dire, hein, l'épigénétique. Et que même ça peut se transmettre à sa descendance. Ben oui, mais ça on le savait depuis longtemps. On sait depuis longtemps que ce que nous pouvons vivre dans notre existence peut nous changer profondément à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on peut le transmettre à nos descendants. Alors, pourquoi il y a une telle jubilation à dire ça avec des mots savants? Je vais essayer de répondre. Hein. Je vais essayer de répondre. Oui. Je pense que ce qu'on apporte, ce sont des mécanismes. Bien sûr que c'était connu depuis bien longtemps, même dans la Bible. Il y a déjà des tas d'affirmations qui disent que bien sûr. Que l'épigénétique apporte, c'est une explication moléculaire. Bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette interprétation moléculaire fascine tellement les gens. Parce que bien sûr que... Je suis pas d'accord. Non. Non, alors... Non, parce que effectivement, il y a un mécanisme, c'est-à-dire on a des schémas qui sont présentés sur des slides, et ces schémas nous donnent à comprendre quelque chose, mais avec un prisme, qui est le prisme d'une explication biologique. Et d'ailleurs, vous voyez où je veux en venir, c'est que l'adolescent qui a violé quelqu'un à la sortie du RER, qu'est-ce qui vous dit qu'une explication biologique est légitime pour apporter un élément de compréhension à ce qu'il a fait? Or, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors, donc je vous ai dit, je vais essayer de faire une reconstruction historique. Hein.
au début, c'était pas de la biologie, c'était de la psychanalyse. Années 60-70, hein, c'est le tout psychanalyse et le tout sociologique, c'est Lacan et Bourdieu, et puis voilà. Et je pense que ça a répondu à un certain... Il y a certains moments dans la société où on a envie d'entendre certaines explications qui proposent des représentations d'une certaine couleur de ce qu'est l'humanité. Et à cette époque-là, on aimait voir le côté étrange de l'humain. Quand je dis étrange, c'est un euphémisme, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il a 18 ans, il a violé quelqu'un, il ne sait pas pourquoi. C'est quand même étrange. Et puis, il n'y a pas besoin de chercher des choses aussi marquantes que ça. Il y a des gens qui s'aiment et ils se tapent dessus. Et je vous promets que c'est pas rare. Alors même quand ils ne se tapent pas dessus, ils se crient dessus. Des gens qui s'aiment et qui se crient dessus, je vous promets que c'est la majorité en fait. Et d'ailleurs en consultation, c'est vraiment un grand soulagement pour les enfants de leur dire « Ah oui, alors, et tes parents, en fait, ils s'entendent, les parents sont là. Hein. » Et là, il peut lâcher tout ce qu'il a envie de dire, parce que bien sûr qu'il a entendu, qu'il se tapait dessus, etc., et que c'est pas cool, et les parents à côté, ils ont compris. Mais bien sûr, il y a un tabou extraordinaire autour de ça. Et donc, il y a un côté de l'humanité qui est étrange, certains vont dire irrationnel, et par moments, on a envie de l'étudier, d'étudier cette étrangeté avec des outils qui sont des outils des sciences humaines et sociales, puisque c'était l'objectif de la table ronde. Et puis, il y a des moments aussi où on ne supporte plus l'étrangeté de l'être humain. On ne le supporte plus, et ce qui s'est passé dans les années 80, je pense que c'est ça. Les réponses caricaturales qu'il y avait avec la génétique, qui était bien sûr complètement indigente. Hein. Comment penser qu'il y ait de l'acquis comme ça? Enfin, d'ailleurs, il y avait plein de gens qui disaient à l'époque que c'était ridicule, que bien sûr qu'on n'était pas déterminé comme ça, et que en particulier en psychiatrie, hein, le fait que les maladies mentales soient prédictibles par un profil génétique n'avait pas de sens, que ça ne correspondait pas à tout ce qu'on vient d'entendre en termes d'observation clinique, tout simplement. Hein. Eh bien non, ça a continué quand même. Pourquoi? Alors d'abord, parce que bien entendu, il y avait des découvertes extraordinaires, parce qu'il y a eu des découvertes extraordinaires en génétique, mais aussi parce que ça nous donnait une représentation de nous-mêmes qui était toute lisse. Et donc, ça a sécurisé beaucoup de gens. Et puis, bien sûr, la science fonctionne comme ça, à un moment donné, elle est en tension. Elle est en tension avec l'observation. Et il y a eu des observations scientifiques qui ont montré que ce n'était pas possible. On ne pouvait pas dire que génétique, ça suffisait. Et on l'a entendu là aussi tout ce matin. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'on a dit, ah ben oui, mais effectivement, les gènes, ça ne fait pas tout. Mais en fait, si. Parce qu'en fait, c'est tout le reste qui modifie les gènes. Et là, c'est là que c'est un véritable élément de rhétorique, c'est de l'épigénétique. Donc on remet la génétique dedans. Dieu, c'est quoi? C'est la méthylation de l'ADN. Pourquoi croire en Dieu, ça protège du suicide et des addictions? C'est parce que tout simplement, en priant 3 heures par jour, eh bien, vous méthylez votre ADN. Et du coup, mais en plus, je suis sûr que si vous priez, d'ailleurs, vous le savez qu'il y a des expériences de la méditation, on met des gens dans des appareils, on regarde, etc. Je suis sûr que les gens qui prient 3 heures par jour, ils n'ont pas l'ADN méthylé pareil que les autres. Mais ça n'explique pas pourquoi 60% des gens en France croient en Dieu ou en quelque chose qui y ressemble. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que dans les congrès de psychiatrie aujourd'hui, on ne parle plus jamais de Dieu. Alors que 60% des gens croient en Dieu de près ou de loin, alors que dans les religions, il y a quand même l'âme qui est tout près, et la psychiatrie, c'est les maladies de l'âme. Donc moi, je suis athée. Hein. Je suis athée. Mais beaucoup, c'est une croyance en tout cas. En tout cas, c'est vraiment curieux de voir à quel point on fonctionne, à quel point des collègues psychiatres présentent des mécanismes épigénétiques de maladies mentales, et certains d'entre eux sont croyants. J'ai envie de dire, mais attends, t'as le droit, d'accord, mais du coup, qu'est-ce qui te permet de dire que la maladie mentale, elle est plutôt d'un côté ou de l'autre, là? Puisque, peut-être que si tu crois en Dieu, peut-être que, donc, des choses qui sont étranges pour moi,
Ben, peut-être que les problèmes psychiatriques, ça vient de ce truc étrange, et peut-être que c'est pas là, mais zéro. Il n'y a aucun débat autour de cette question. Alors, et d'ailleurs, c'est pareil, on l'a entendu d'ailleurs ce matin, ça a été pareil sur interaction gène-environnement. Vous voyez, la résistance de la génétique, non, c'est pas la génétique. Oui, mais il y a une interaction avec l'environnement. Ben oui, mais figurez-vous que, vu qu'il y a une interaction entre les gènes, interaction gène-gène, c'est hyper banal, et interaction entre environnement, ben, si vous avez plein de soucis dans votre vie, ben, ils sont en interaction entre eux. Plus vous avez de soucis, plus vous avez de problèmes dans votre vie. Donc vous avez interaction gène-gène, interaction environnement-environnement, vous avez interaction dans gène-environnement, ben, tout interagit avec tout. Donc quand on dit ça, on dit rien. C'est un vide sémantique. La notion d'interaction gène-environnement est un vide sémantique. Ça n'a aucun sens scientifique. On dit juste qu'une chose et son contraire peuvent interagir. Ben oui. Mais vous voyez, c'est de la rhétorique. J'ai recasé la génétique. J'ai recasé la génétique. Alors, un autre point. Je regarde, 4 minutes. Un autre point, je pense aussi que il y a eu ce qu'on appelle dans notre jargon un bénéfice secondaire à la notion, à l'épigénétique et à l'interaction gène-environnement. Bénéfice secondaire, c'est quand ils sont très cachés, quand on ne les voit pas. Hein. Mais en fait, ils comptent beaucoup. C'est que ça a participé, tout ça, cette représentation de l'humain, en fait, hein, autour de l'épigénétique et de l'interaction gène-environnement, a participé à la scotomisation de l'intériorité du sujet humain. Quand je parle d'intériorité, je parle d'un travail extraordinaire d'un anthropologue français qui est professeur au Collège de France, qui s'appelle Philippe Descola, qui dit que dans toutes les cultures de la Terre, tous les humains ont ce qu'ils appellent une forme d'intériorité et une physicalité. Mais que tous ne gèrent pas de la même façon l'intériorité et la physicalité. Par exemple, en Amazonie, les humains considèrent qu'ils partagent leur intériorité avec les arbres, avec l'eau, etc., alors que leur physicalité est très différente. Nous, c'est le contraire. Nous sommes constitués d'atomes, comme l'eau, comme les arbres, nous sommes pareils. Par contre, notre intériorité est très différente. Pour nous, les arbres ne pensent pas, l'eau ne pense pas, les enfants avant pensaient qu'ils ne pensaient pas, et j'irais même encore plus, aujourd'hui, nous doutons que l'autre pense comme nous. Hein, avec le fait que l'intériorité se recroqueville, et ça on le voit vraiment, beaucoup de psychothérapeutes le disent en consultation, l'intériorité se recroqueville, on ne parle plus entre nous de notre intériorité, hein, et elle a même tendance à disparaître. Alors on dit c'est matérialiste, mais c'est même pas du matérialisme, c'est un déni d'intériorité. Et le fait de pouvoir parler de l'homme dans sa complexité en disant épigénétique, eh ben, ça permet de passer à côté de la question de l'intériorité. Alors j'en arrive à 2 mots de conclusion. Finalement, on fait quoi en pratique de tout ce que je viens de vous dire? Alors, néanmoins, l'épigénétique, oui, ça peut servir, je suis d'accord. D'ailleurs, il est possible qu'un jour, on trouve de véritables traitements de maladies psychiatriques qui reposent sur des mécanismes épigénétiques. Ces mécanismes n'expliquent pas tout, ils sont une façon de se représenter l'humain. Vous avez compris, j'ai des critiques par rapport à cette façon de représenter l'humain, mais elle peut être cependant fertile et conduire à des traitements, et j'y crois. Deuxième intérêt de l'épigénétique, je suis persuadé qu'un psychothérapeute, il participe à la méthylation de l'ADN. Donc, les psychothérapies, il faut les appeler des thérapies épigénétiques. Donc, on va pouvoir les faire payer très cher, parce que les thérapies géniques, ça coûte cher. Les thérapies épigéniques, ça coûtera encore plus cher. Donc, on va dire en haut, à côté, à la DGOS, au-dessus, banco. Et donc, moi j'attends des épigénéticiens qui montrent que les psychothérapeutes, on avait essayé de présenter un projet au PHRC là-dessus, mais je suis sûr que c'est faisable. Hein. Les psychothérapeutes participent à l'épigénétique, donc ce sont des thérapies épigéniques, donc elles sont respectables. Troisième point, alors sur la prévention, et là, c'est quand même un résultat qui est scientifiquement et socialement intéressant, c'est que l'on soit généticien, épigénéticien, épidémiologiste ou psychanalyste, nous sommes tous d'accord pour dire que ce qui se passe au tout début de l'enfance est critique pour la psychopathologie des jeunes et des moins jeunes. Voilà, et donc, oui, il faut s'occuper des 1000 premiers jours, bien entendu. La question c'est comment, parce que dire
Pas de violence, je suis complètement d'accord. Le problème, c'est d'expliquer aux parents comment on peut être non violent avec des enfants. Ça a l'air simple, comment être bienveillant. Mais quand on sait que quand on s'aime, on a tendance à se taper dessus, bah, c'est pas si évident que ça. Merci pour votre attention.